c'est quoi la bonne voie? Est-ce qu'il existe réellement une bonne voie et une mauvaise voie? Qu'est-ce que tu as mis en place afin de quitter de l'état de pauvreté à l'état où tu es actuel? Peut-être c'est la richesse. Tu vas nous dire. Il essaye de voir le rythme de vie de ces personnes, les activités que ces personnes font. Et c'est là où l'influence des influenceurs et des influenceuses entre en jeu. Parce que là, l'enfant commence à être dénaturé. Même pour te mettre à la mort, on va dire que hey, c'est 10 000 la journée. Hein. Vous pouvez payer. Même quand tu es mort, on paye. Ne crois pas que comme tu es mort, on sera ému, on va dire que non, on te met dans la morgue gratuitement. Non, personne n'entre à la morgue gratuitement. Pour moi, être riche, c'est permettre aux personnes qui sont dans notre environnement de pouvoir l'être aussi. Je ne peux pas être heureux d'être riche seul. Pour moi, ça n'a pas de signification. Parce que si quelqu'un de son vivant, il fait son business seul, Oui. il est seul dans sa chambre, il fait ses comptabilités seul, il sait seul combien il a gagné, il vit dans son compte, il achète ses trucs seul, il fait ses trucs seul au calme. Mais il sait que quand il va mourir, il n'y aura plus rien, non? Puisque personne ne sait le faire. Et nous, on veut résoudre quoi? C'est la vie qu'il a choisie, qui paye ce prix. Il part. Aujourd'hui, il y a tellement d'informations en ligne, il y a tellement d'informations dans les livres, il y a tellement de problèmes dans notre écosystème, dans notre environnement. Du coup, ça devient difficile parfois de savoir réellement qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, comment est-ce que toi tu as fait? À quel moment est-ce que tu as su que non, tu étais sur le bon chemin? Et qu'est-ce que ceux qui n'ont pas encore trouvé leur voie, ceux qui ne savent pas encore ce qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre? Donc, ça, c'est la première question. Alors, c'est une colle. C'est une colle, pourquoi? Parce que en réalité, c'est une question qui est très complexe. Bonjour, docteur Claudel. Bonjour, Hans. Bienvenue à The Hustlers. C'est un honneur. Voilà, le décor, il est magnifique. Merci. Du coup, on a envie de donner le maximum. Merci beaucoup. Donc, The Hustlers, c'est un podcast qui a été créé afin de pouvoir édifier les personnes qui ont une activité génératrice de revenus, mais qui ont du mal à passer à l'étape ou encore à l'échelle de la scalabilité. Beaucoup de personnes, moi y compris, dans beaucoup de mes activités, j'ai vraiment du mal à atteindre la scalabilité. Donc, raison pour laquelle j'ai décidé de créer ce podcast pour inviter des personnes qui ont des résultats qui selon moi, ont atteint cette étape de scalabilité afin qu'ils puissent venir et partager leur expérience avec nous. Comment est-ce qu'ils ont fait? De façon pragmatique, parce qu'il y a tellement de podcasts où on nous partage des principes, on nous partage des méthodologies, mais qui ne sied pas vraiment à notre environnement. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ce podcast pour inviter des personnes qui vont vraiment nous éclairer sur ce plan-là. Donc, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux tout simplement te présenter afin qu'ils puissent te découvrir? Comme je le disais antérieurement, c'est un plaisir pour moi de participer à cette aventure, à ce projet. En tant que premier invité, c'est toujours quelque chose d'assez émouvant. Moi, je m'appelle Numbisi Claudel Joël. Je suis médecin de formation. J'ai été formé au Cameroun. D'ailleurs, j'ai fait tout mon parcours académique au Cameroun, de la maternelle à l'école primaire, au secondaire, et ensuite en fac de médecine à l'Université des Montagnes. Je termine donc mes études là-bas. Nous sommes en novembre 2014. Et quand je sors de la fac de médecine, je commence à travailler comme médecin dans plusieurs structures hospitalières et avec beaucoup de difficultés que je rencontre parce que je voulais faire une carrière dans le domaine public principalement, dont je présente le concours, que je ne réussis pas. Et ça a été un gros déclic pour moi parce que je ne me retrouvais pas dans les structures hospitalières privées et confessionnelles. J'estimais que ma place ne s'y trouvait pas, que ce soit en termes de
qualité de travail, que ce soit en termes de responsabilité que j'avais, que ce soit en termes de revenus. Et je me suis donc dit qu'il faut que je me lance. Donc, c'est comme ça que je débute ma carrière entrepreneuriale. Nous sommes en 2015 avec des projets comme SOS Médecins Cameroun. Ensuite, il y a eu la Startup Academy. Ensuite, il y a eu tellement d'autres projets qui se sont enchaînés. SM, Startup Group, Scénic, Tontine structurelle africaine, Joka, bref, tellement de projets. Et beaucoup d'échecs aussi. On a tellement échoué. Oui. J'ai dit toujours que si on a lancé 10 projets, on a échoué 9. Et voilà, c'est aussi ça le coût de l'apprentissage. Et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'avoir la consistance que j'ai, qui est principalement tropicalisée par rapport à notre environnement. Moi, j'ai pas fait l'étranger. J'y suis allé de temps en temps, soit pour des événements, des conférences et tout, mais je suis un pur produit local. Donc, quand je parle d'entrepreneuriat dans notre environnement, je n'ai aucune prétention de tout connaître parce que nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Mais pour avoir beaucoup échoué, j'ai appris beaucoup de choses. Raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Oui. Parce que justement, j'ai estimé que au-delà déjà de tout ce que vous partagez avec nous sur les plateformes sur lesquelles vous communiquez, j'estime que avec des questions beaucoup plus spécifiques, vous allez apporter un grand plus à un très grand nombre de personnes dans notre écosystème. Donc du coup, avant de poser ma première question, je vais me présenter parce que beaucoup aussi ne me connaissent pas. Donc je suis Siabdje Hans, je suis entrepreneur depuis 4 ans plus exactement, et ça c'est sur le plan officiel parce que déjà depuis à l'école, tout le parcours scolaire, on était obligé d'en comprendre pour avoir l'argent de poche. Donc depuis que j'ai terminé mes études, ça fait 4 ans aujourd'hui, j'entreprends, et j'entreprends principalement dans le domaine de l'e-commerce. Je suis e-commerçant, je vends des produits, mon métier en fait. Donc j'achète, je revends. Il y a certains produits que j'achète sur le plan local, puis je les revends. D'autres, je les achète chez des partenaires en Chine. Et aussi, je fais aussi du dropshipping. Donc, vers la France. Donc, j'achète certains produits en Chine, et puis j'expédie vers la France à travers certains partenaires tels que Shopify. Donc, ça, c'est principalement les activités que je mène. C'est ça qui constitue à 70% de mes sources de revenus. Maintenant, à côté de ça, j'ai une entreprise de tracking, Cametrack, qui accompagne des particuliers et des entreprises qui aimeraient avoir une main mise sur leur flotte de véhicules. Donc, avec Cametrack, on permet d'accompagner beaucoup d'entreprises à suivre de façon efficace leurs véhicules. En cas de vol, on intervient avec nos partenaires de la police, et aussi en termes de reporting et tout ce qui va avec. On est là, on accompagne nos entreprises. À côté de ça, on a notre incubateur des e-commerçants qui a été mis sur pied il y a cela 6 mois, qui est WeCrea. C'est un incubateur où nous accompagnons des personnes qui veulent saisir les opportunités du digital. Parce que e-commerce, c'est pas seulement la vente des produits, il y a aussi la vente des services, la vente des prestations. Donc tout cela, lorsqu'on utilise déjà l'internet pour vendre, c'est de l'e-commerce. Donc lorsqu'on dit souvent e-commerce, beaucoup se limitent à la vente des produits et services. Donc à travers WeCrea, on accompagne beaucoup de jeunes afin de pouvoir eux aussi tirer leur épingle du jeu de ce magnifique bijou qu'est le digital. Donc à côté de ça aussi, j'ai une entreprise de livraison parce que en Afrique, qui dit e-commerce dit logistique. Oh, c'est bon. Voilà. Donc en réalité, comme vous avez dit dans une de vos vidéos, l'e-commerce, c'est la logistique en fait. Le real business, c'est la logistique. Oui. C'est au vu des différentes difficultés que j'ai rencontrées lorsque lorsque je n'avais pas d'entreprise de logistique, et il était important pour moi pour pouvoir augmenter mes chiffres. J'étais obligé de créer une entreprise de logistique. Donc, à côté de ça aussi, on a aussi une entreprise qui fait de la création de contenu audiovisuel, principalement les films courts-métrages, les films documentaires, les films web-séries et les films longs-métrages aussi. Et je profite d'ailleurs pour teaser un peu sur le long-métrage qui est en cours de post-production présentement
Le Détraqué de l'aube, qui est le tout premier film d'horreur camerounais. Wow. Oui. Donc, c'est la partie 2 que nous avons réalisée. Et présentement, elle est en cours de traitement. Donc, une fois que je me suis présenté, je vais entamer directement avec la première question. Comment trouver sa voie? Parce que aujourd'hui, il y a tellement d'informations en ligne, il y a tellement d'informations dans les livres, il y a tellement de problèmes dans notre écosystème, dans notre environnement. Du coup, ça devient difficile parfois de savoir réellement qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, comment est-ce que toi tu as fait? À quel moment est-ce que tu as su que non, tu étais sur le bon chemin? Et qu'est-ce que ceux qui n'ont pas encore trouvé leur voie, ceux qui ne savent pas encore ce qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre? Donc, ça, c'est la première question. Alors, c'est une colle. C'est une colle, pourquoi? Parce que en réalité, c'est une question qui est très complexe. Très complexe en ce sens que, en fonction de la manière dont tu abordes la question, on pourrait développer tellement de choses. Moi, je dirais même que c'est une question philosophique. Je vais prendre un exemple. C'est quoi la bonne voie? Est-ce qu'il existe réellement une bonne voie et une mauvaise voie? Ou alors des bonnes voies et des mauvaises voies? Moi, voilà directement la première question que j'ai envie de me poser qui découle de la tienne. La deuxième, c'est, tu as dit que comment est-ce que j'ai fait pour trouver ma voie? Est-ce que la voie sur laquelle je suis actuellement, c'est la bonne voie? Peut-être c'est la mauvaise. Peut-être je crée plus de drame que de bien. Et si je veux aborder la question de façon religieuse, est-ce qu'au final, on a une voie? Est-ce que nos voies ne sont pas déjà tracées avant? Est-ce que nous ne sommes pas en train d'accomplir la voie de quelqu'un qui a déjà décidé de nos voies, nous tous? Là, c'est maintenant la vision religieuse parce que on a Dieu qui nous a tous créés. Il sait déjà ce qu'on va devenir. Il est omniscient, omnipotent, tout ce que vous voulez. Et avant qu'on ne naisse, il avait déjà décidé de ce qu'on va être et de comment on va finir. Ça veut donc dire qu'on n'a pas de voie, puisqu'on est juste en train d'accomplir la voie de Dieu. Donc, c'est extrêmement complexe. La bonne voie, pour moi, n'existe pas. Comme la mauvaise voie aussi. Mais même là, si on veut analyser ça d'un point de vue mathématique, on comprend très vite qu'il n'est pas possible de démontrer que quelque chose n'existe pas. Donc, c'est très complexe, c'est très difficile. Tout ce que je peux dire, c'est il faudrait que chacun identifie ce qui lui permet d'être heureux. On pourra encore faire un débat philosophique sur le bonheur, c'est quoi être heureux, machin et tout. Oui. Mais au moins, une chose dont on est certain, c'est que le bonheur, c'est quelque chose qui est c'est un chemin et non une destination. Et on peut être heureux de plusieurs manières possibles. Il y a des personnes qui sont heureuses du fait d'avoir beaucoup d'argent, d'autres qui sont heureuses du fait d'être en bonne santé, d'autres qui sont heureuses du fait d'avoir une bonne famille. Donc, c'est chacun qui a sa définition du bonheur. Et tout ça découle aussi de notre environnement, de notre patrimoine génétique, de nos connaissances. Donc, si je dois parler de la voie, je dirais, chacun au fond de lui sait ce qui lui fait plaisir. Moi, aujourd'hui, je sais ce qui me fait plaisir. Je sais qu'en faisant telle chose, ça me procure du bien. En faisant telle chose, je ne m'y retrouve pas. Donc, partant de là, et cette chose-là aussi est un fruit d'une forme de manipulation, parce que ce qui nous fait plaisir est fonction aussi de l'environnement dans lequel on a grandi, est fonction de nos parents qui nous ont transmis un certain patrimoine, est fonction de nos connaissances. Quelqu'un qui a grandi à Douala, à Deido, et qui a fait 20 ans là, n'aura pas les mêmes envies, n'aura pas les mêmes choses qui lui procurent du plaisir comme celui qui est né à Washington et qui a fait 20 ans là-bas. Donc, ça veut dire qu'il y a un ensemble de choses qui influencent sur ce qui nous fait plaisir. Mais de toutes les manières, il y a des choses qui font plaisir déjà. Moi, je pourrais dire à quelqu'un d'identifier ce qui lui fait plaisir et de se dire, comment est-ce que je peux faire pour l'obtenir? Comment je peux faire pour obtenir ce qui me fait plaisir dans mon travail, sur l'émotionnel, sur le plan relationnel, sur le plan familial?
Et lorsqu'on se pose cette question, parce que j'ai dit toujours l'élément le plus important, c'est se poser les bonnes questions. Parce qu'à chaque fois qu'on se pose la bonne question, on arrive toujours à une bonne réponse et on pose les bonnes actions. Donc parfois, on peut travailler très dur pendant longtemps alors qu'en fait, on est en train de mettre ce travail au service des mauvaises questions qui ont abouti aux mauvaises solutions et un travail au final qui ne servira à rien. Donc aujourd'hui, ce que je fais correspond à ce qui me rend heureux. Parce que sur le plan de mon patrimoine génétique, je suis dans une famille où on aime donner, on aime partager, on aime accompagner. Et c'est ce que je fais au quotidien. Au quotidien, je donne des contenus, je partage mes connaissances, j'accompagne des milliers de personnes. Ce n'est pas un fardeau pour moi parce que j'aime le faire. C'est une passion. Donc, je suis en train d'accomplir la voie qui me rend heureux. Ce ne sera pas forcément la même chose pour quelqu'un d'autre. Donc, il faudrait que cette personne se pose la question, qu'est-ce qui me rend heureux? Ce qui me rend heureux, c'est ça, sur le plan professionnel, ça, sur le plan émotionnel, ça, sur le plan familial. Dès que j'ai identifié tout ce qui me rend heureux dans les divers aspects de la vie, je me dis, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ce bonheur-là? En sachant que ce n'est pas une destination. Parce que dès que tu vas atteindre un premier palier, tu auras de nouveaux objectifs et tu vas te fixer un autre palier. Mais c'est ce chemin-là qui sera dans ton bonheur. Et du coup, si tu as déjà défini le chemin qui conduit à ton bonheur et qui sera sans fin de toutes les façons, certainement, tu vas te rapprocher de la bonne voie pour toi. Parce que ce ne sera pas la même bonne voie pour l'autre. Peut-être même ton frère jumeau n'aura pas la même voie que toi. Tu vois, sa bonne voie ou son bon chemin ne sera pas forcément le même que le tien parce que lui, il a d'autres aspirations. Donc, c'est pour dire que c'est à chacun de faire cet exercice qui est très difficile parce que parfois, on se ment à soi-même. Parfois, on se dit que non, c'est plutôt ça qui me rend heureux alors qu'au fond, on ne le pense pas. On veut être socialement correct. Donc, si tu te poses les bonnes questions, tu réponds de manière honnête, tu vas savoir ce qui te rend bien. Mais maintenant, est-ce que tu es prêt à assumer le chemin qu'il faut emprunter pour bénéficier de ce qui te rend bien, de ce qui te rend heureux pour aller sur cette voie-là? Parce que tu peux faire le travail, tu te trouves que ma voie, c'est par exemple de devenir président de la République. J'ai envie de devenir président. Si je suis président, je serai heureux. C'est vraiment ma plus grande aspiration. C'est si je réussis à le faire, ce sera l'apogée pour moi. D'accord? C'est bien. Tu as fait l'exercice. Maintenant, pour devenir président, il y a une voie à suivre. Il y a un canevas. Et il y a un prix à payer. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à payer le prix de la voie que tu viens de choisir? Parfois, on n'est pas prêt à payer. Parfois, on finit l'exercice, mais le prix à payer, lorsqu'on l'évalue, on se rend compte que c'est trop et on préfère volontairement changer de voie ou prendre une voie moins audacieuse ou une voie qui ne correspond même carrément pas à ce qu'on voulait faire au début. Et parfois, on est malheureux parce que même dans cette mauvaise voie, pour toi, il y a toujours un prix à payer. Ce n'est pas parce que tu as changé de voie que le prix disparaît, non. Qu'importe la voie que tu choisis, il y a un prix à payer. Même charger le pain, chocolat, il y a un prix à payer parce que tu dois prendre le pain tous les jours, tu dois couper, tu dois mettre le chocolat. Parfois, il faut chercher la monnaie, ainsi de suite. Donc, ça montre qu'il y a toujours des difficultés que tu vas rencontrer et c'est à toi de définir ce que tu veux et d'assumer ce prix. OK. Je pense qu'avec ces éléments de réponse, chacun qui suit ce podcast saura, du moins, aura une idée générale de ce qu'il a fait afin de pouvoir déjà, dans un premier temps, identifier ce qui lui fait plaisir et tracer sa voie, tout en maintenant le fait que ce n'est pas la destination qui fait le bonheur, mais c'est le chemin. Exactement. Puisque une fois qu'on atteint l'objectif qu'on s'est fixé, on va fixer de nouveaux objectifs. Toujours plus élevés. Parce que si c'est qu'on ne se fixe pas d'autres objectifs, il n'y aura plus de goût en fait. Ça devient monotone. Tu sais que à quoi ça servirait de vivre encore? Ce podcast a été réalisé par les studios Wikria. Nous sommes tout simplement le partenaire idéal pour tout entrepreneur qui aimerait mettre en avant ses compétences ou son savoir-faire ou mieux encore de sa personne afin de pouvoir mieux vendre ses différents produits et services à travers des vidéos de qualité. Si vous souhaitez bénéficier de nos prestations, je vous invite à nous contacter via les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Est-ce que tu penses que
tu as traversé le seuil de pauvreté, est-ce que tu penses que tu n'es plus pauvre en fait? Si oui, à quel moment est-ce que tu penses l'avoir traversé? À quel moment est-ce que tu as senti que oui, je ne suis plus pauvre en fait? Et quels sont les différents... qu'est-ce que tu as mis en place afin de quitter de l'état de pauvreté à l'état où tu es actuel, peut-être la richesse? Tu vas nous dire. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la question suivante. Alors, je ne savais pas que je devais être interrogé par mon prof de philosophie. Parce qu'en fait, là encore, c'est une question qui est très philosophique. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est quoi la pauvreté? C'est quoi être pauvre? C'est quoi être riche? Ce sont des questions qui sont très complexes. Parce que pour moi, être pauvre, ce n'est pas manquer d'argent, ou alors manquer de monnaie, ou alors manquer de billets. Comme être riche, ce n'est pas le fait d'avoir accumulé beaucoup d'argent. Pour moi, la richesse est vraiment totalement différente de cela. Je vais prendre un exemple. Moi, j'estime que dans notre processus évolutif, on est tous d'abord dépendants de nos parents, dépendants des personnes qui sont responsables de nous. On a toujours besoin d'eux. Quand tu nais, tu dépends de ta mère, tu dépends de tes oncles, tu dépends de tes tantes, et ainsi de suite. Après, tu passes à l'indépendance. Donc, tu as envie de te définir par toi-même. Tu ne veux plus dépendre des autres. Tu veux avoir ta chambre, tu veux avoir ton téléphone. Tu veux donner ton point de vue. Tu ne veux plus qu'on t'impose des choses. Tu passes à l'indépendance. C'est à la phase de ta vie où le jeu devient l'élément le plus important pour toi. Mais plus tu avances, plus tu te rends compte que ça ne s'arrête pas là. Parce que beaucoup de personnes s'arrêtent à l'indépendance et utilisent des vocabulaires qui entraînent des vibrations énergétiques dangereuses. Parce que quand on s'arrête à l'indépendance, c'est pour ça qu'on va utiliser des expressions comme l'indépendance financière. Je veux être de mon mari, je veux être indépendant, je veux me développer et être, je suis un self-made man, machin et tout. Le problème qui se pose, c'est que personne en réalité n'est indépendant. Ça n'existe pas. Parce que ce n'est pas la dernière étape. La dernière étape, c'est l'interdépendance. Parce qu'en réalité, chacun de nous vit grâce à l'autre, d'une manière ou d'une autre. Je prends un exemple. Il n'y a aucun pays qui produit tout. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun pays qui produit toutes les matières premières dont il a besoin pour vivre. Donc, tous les pays ont besoin des autres. Parce que aucun pays ne produit tout. Il y a les pays qui produisent beaucoup, certaines matières premières, mais qui ont besoin d'autres matières premières pour pouvoir fabriquer leurs produits. Il y a d'autres pays qui ne produisent presque rien, comme l'Afrique, que je considère comme un pays, et qui est obligé de bénéficier de la technologie des autres, des réseaux des autres, des micros des autres, des caméras des autres, pour pouvoir dire aussi ce qu'elle a dit. Donc, du coup, on est tous interdépendants. Donc, personne ne peut dire qu'il va se couper et se mettre en autarcie. Donc, du coup, lorsqu'on voit dans cette complexité, on se pose la question qui est celle de savoir, c'est quoi être pauvre? Est-ce que être pauvre, c'est le fait de manquer de billets? Est-ce que l'Afrique est pauvre? Moi, je dis non. L'Afrique n'est pas pauvre. Bon, c'est pas l'information qu'on reçoit de partout au quotidien. Non, le problème, c'est que la définition de la pauvreté et de la richesse n'est pas bonne. C'est pour ça qu'on a l'impression que l'Afrique est pauvre. Est-ce qu'on peut être pauvre en ayant 30 millions de kilomètres carrés de superficie? Une population qui est à plus de 80% jeune. Est-ce qu'on peut être pauvre lorsqu'on nourrit la planète au travers de nos matières premières? Est-ce qu'on peut être pauvre lorsque la banane vient de chez nous, le plantain vient de chez nous, le cacao vient de chez nous, lorsque nos téléphones fonctionnent aujourd'hui grâce aux matières premières qui viennent de chez nous? Est-ce qu'on peut être pauvre lorsqu'on est l'industrie du monde, ou du moins la pépinière qui produit tout ce dont le monde a besoin? La pauvreté, donc, c'est quoi? Ça veut donc dire qu'il y a une étape qu'on n'arrive pas à franchir, c'est-à-dire l'étape qui consiste à utiliser les ressources dont on dispose pour pouvoir s'épanouir grâce à ces ressources-là. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas pauvre. Ça veut dire qu'on a quelque chose, mais il nous manque tout le nécessaire qui nous permet d'exploiter cette chose-là et d'en tirer les bénéfices qui vont nous permettre de pouvoir nous développer. Donc, on n'est pas pauvre.
On a un potentiel qui est immense. Les autres exploitent ce potentiel-là, mais nous, on n'arrive pas encore à le faire. On ne peut donc pas dire qu'on est pauvre. On est peut-être pauvre d'outils qui nous permettraient de réellement exploiter ça, mais on est riche de valeurs, on est riche de potentiel. Donc, c'est pour ça que si on me demande, Claudel, est-ce que tu es riche ou est-ce que tu es pauvre? Forcément, je suis pauvre de certaines choses. Il y a des choses qui me manquent. Il y a des choses que je souhaite avoir. Il y a des choses que je souhaiterais développer et que je n'ai pas. Il y a des connaissances que je n'ai pas. Il y a une somme d'argent que... Il y a un style de voiture que je n'ai pas. Il y a un type de personne que je n'ai pas encore pu accompagner. Donc, je suis pauvre de ça. Maintenant, je suis aussi riche de certaines choses. Peut-être de certaines connaissances. Peut-être de certains biens matériels. Peut-être de certains biens immobiliers, ainsi de suite. Donc, du coup, ça fait en sorte que, au final, on est à la fois riche de certaines choses et pauvre d'autres. Maintenant, c'est si on définit un référentiel en fonction peut-être de l'indice de développement humain ou en fonction peut-être de la capacité à se nourrir chaque jour ou la capacité à se vêtir sans problème. C'est là où on peut dire que oui, peut-être si je dois parler de moi, je ne suis pas misérable. Si on veut prendre en considération ces critères, est-ce que je mange normalement à ma faim? La réponse est oui. Est-ce que je peux vivre décemment ou alors est-ce que je vis décemment? La réponse c'est oui. Est-ce que j'ai la possibilité de pouvoir voyager quand je souhaite, aller où je souhaite? La réponse, c'est oui. Mais est-ce que c'est ça, être riche? C'est une autre question. Du coup, c'est quoi être riche? Pour moi, être riche, ça c'est pour moi. Ça ne peut pas se généraliser. Oui. Ça ne peut pas se généraliser à tout le monde. Pour moi, être riche, c'est permettre aux personnes qui sont dans notre environnement de pouvoir l'être aussi. Je ne peux pas être heureux d'être riche seul. Pour moi, ça n'a pas de signification. Moi, je dis toujours que si tu es le seul riche dans un quartier, tu es en insécurité. Donc, je ne peux pas être là, j'ai 50 milliards dans mon compte bancaire, j'ai 600 terrains, j'ai 15 villas, j'ai 60 voitures et j'ai des gens autour de moi qui manquent de tout. J'ai des gens autour de moi qui n'arrivent pas à trouver 20 000 francs par mois pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se loger. Pour moi, ça, ce n'est pas la richesse, ça, c'est la pauvreté. Pour moi, c'est une autre forme de pauvreté parce que tu t'encercles dans un mode de vie où tu as l'impression que tu es seul et que les autres n'ont pas de valeur et que tu n'as pas le devoir de permettre aux autres de pouvoir se développer aussi. Pour moi, ça, c'est pas la richesse. Bon, il faut rebondir sur ce que tu viens de dire. Si on prend ce référentiel de la richesse, est-ce que tu penses que tu vas être riche un jour? Comme je dis, on est forcément riche de quelque chose et pauvre d'autres choses. Je suis riche de beaucoup de choses. Ce qui est certain en termes de connaissances, j'en ai beaucoup dans certains domaines. En termes de relationnel, je suis très riche parce que je connais beaucoup de personnes. En termes d'astuces, de sagesse, j'ai beaucoup appris de mes parents, beaucoup appris de mes ancêtres, beaucoup appris de mon environnement. Donc, je suis très riche de certaines sagesses. Pas de toutes, mais de certaines. En termes de biens financiers, matériels, immobiliers et tout, je suis riche à un certain niveau qui me permet de faire le nécessaire dont j'ai besoin. Mais je relativise tout ça parce que je vais prendre un exemple. Allons même sur les chiffres. On va dire par exemple que tel est le plus riche du Cameroun ou du Bénin ou de l'Afrique. Mais tu es autant riche dans un environnement où on manque de tout. Du coup, c'est quoi donc cette richesse? Ce sont des chiffres dans un compte bancaire, ce sont les valeurs de tes actions dans les entreprises dans lesquelles tu es, mais qui en réalité n'aident pas grand-chose, ou du moins pas grand nombre de personnes, ou aident une partie, mais c'est vraiment infime par rapport à la réalité. Donc, pour moi, j'ai vraiment une notion très variable de ce que c'est que la pauvreté et la richesse. Mais c'est clair que si on veut aller sur des critères qui sont purement caricaturaux, comme ce qu'on a l'habitude de nous présenter dans les médias, ce qui est certain, je ne suis pas pauvre si on se base sur ces critères. Mais est-ce que je suis riche? J'en doute. En tout cas, pas au point où je permets à d'autres Africains en grand nombre de pouvoir eux aussi s'épanouir. Donc pour moi, non, c'est pas la richesse. Vous êtes humble, quoi. Non, je sais pas que je suis humble. Non, je suis pas humble. En tout cas, pas la définition de l'humilité telle que les gens veulent nous faire croire. Parce que en Afrique,
Quand on dit que tu dois être humble, ça veut en réalité dire que tu dois t'humilier. Tu dois vraiment, tu dois même régner qui tu es, ce que tu sais faire, ce que tu as, parce qu'on a dit que tu es humble. Non. Par exemple, nous avons mis sur le marché la meilleure marque de chips au monde. Ce n'est pas prétentieux, c'est un fait. Maintenant, peut-être les gens vont écouter cette partie et dire, ouais, il est arrogant. Arrogant comment? C'est un fait, c'est une réalité. Justement. Pour celui qui pense que c'est pas... Quand tu le dis comme ça, on est vraiment, ouais, c'est un gars prétentieux, non? Non, moi, j'ai dit, en ce qui concerne Njoka, et en ce qui me concerne, de mon expérience, je n'ai pas encore vu une marque de chips, même en termes de goût, qui rivalise Njoka. Et pour tous ceux qui vont dire que c'est faux, moi, je les invite tout simplement à mettre un lien en commentaire et on va les regarder. Oui, tout simplement. On va les regarder. Si on voit que justement, en termes de branding, en termes de goût, ils sont meilleurs, on va justement déclasser Njoka. Oui. Mais pour l'instant, c'est Njoka le leader. C'est le peuple qui l'a voulu. Ce n'est pas nous. Il n'y a pas de débat, c'est un fait, comme vous avez dit tout à l'heure, voilà. C'est un fait. Tu vois. Sauf que en Afrique, être humble, c'est qu'on doit dire vraiment, on s'est battu. C'est vrai que c'est pas encore ça. Non. Acceptez-nous comme ça. Soutenez-nous. Non! C'est la meilleure marque de chips, mon frère. Soutenez-nous comment? C'est la meilleure. On va faire comment? Ouais. On a fait la meilleure marque de chips au monde. Point. Donc voilà, pour moi, je préfère dire comme ça. Ouais. Big up à la team de Njoka. Ouais. Magnifique team. Si vous souhaitez créer votre propre émission podcast, alors nous mettons à votre disposition notre espace, notre matériel, notre expertise et nous pouvons aller beaucoup plus loin. Nous pouvons vous accompagner lors de la communication de votre émission podcast. Je tiens à préciser ici que nos locaux sont totalement amovibles. C'est-à-dire nous pouvons créer 10 émissions podcast dans ces studios et chacune de ces émissions auront un décor entièrement différent de l'autre. Et je tiens aussi à préciser que vous n'êtes pas obligé de venir ici dans nos locaux afin de réaliser vos émissions podcast. Nous pouvons nous déplacer avec le matériel nécessaire vers vous afin de vous permettre de réaliser vos émissions podcast où que vous soyez. Donc, si vous avez un projet podcast, je vous invite à nous contacter afin que nous puissions travailler ensemble. À travers tes vidéos, j'ai découvert ton histoire et il y a certaines vidéos où tu insistes vraiment sur le fait que tu as été, la majorité de tes choix n'ont pas été faits par toi-même, mais par tes parents. C'est-à-dire, ils ont choisi l'école, ils ont choisi même la filière. Oui. Tu voulais être mathématicien, mais ils ont dit non, tu dois faire médecine. Bon, tu as appris sur toi, tu as suivi ton parcours de médecin. Maintenant, après avoir suivi ce parcours-là, vous avez maintenant pris la décision de suivre désormais vos choix. Parce qu'en Afrique, les parents aiment imposer leurs choix aux enfants. C'est quelque chose de très culturel chez nous. Moi-même, c'est parce que je suis très têtu que je suis ici aujourd'hui. Du coup, comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir dire non? Comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir vous imposer vos choix aussi? Et comment est-ce que la famille a pris cela? Alors, c'est une question qui est vraiment très pertinente parce que oui, je n'ai même pas envie de dire que les parents imposent leur choix parce que ce serait comme si les parents n'aiment pas leurs enfants et leur imposent de faire ce qui n'est pas bien et tout ce qui va dans ce sens-là. Je dirais que c'est plus complexe que ça. Lorsqu'on a un enfant, notre rêve, c'est qu'il puisse réussir et nous faire honneur. Maintenant, la réussite aussi, c'est un autre débat. C'est quoi réussir, et ainsi de suite. Et forcément, le parent ne peut pas transmettre ce qu'il n'a pas. Il ne peut pas donner à l'enfant ce qu'il n'a pas. Le parent a ses propres frustrations. Il a des choses qu'il a voulu réaliser, il n'a pas pu réaliser. Sa mère a des choses qu'elle a voulu réaliser, elle n'a pas pu réaliser. Donc, elle se dit, il ne faut pas que mon enfant commette la même erreur que moi.
Si je n'ai pas pu faire l'école, il faut que l'enfant y aille. Si je n'ai pas pu devenir comptable, parce que j'estime que quand tu es comptable, tu es vraiment quelqu'un qui a une place importante dans la société, il faut que mon enfant devienne comptable. Donc, le parent, en fait, choisit pour l'enfant de bonne foi. Donc, il ne le fait pas parce qu'il n'aime pas l'enfant, non. C'est parce qu'il se dit, l'enfant est encore tout petit. Il ne sait pas encore quels sont les enjeux. Moi, j'ai déjà 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. Je connais mieux l'environnement. Donc, j'ai plus d'aptitude pour lui dire ce qu'il doit faire. La preuve, je connais aussi mes amis. J'ai dans la famille des personnes qui ont réussi parce qu'ayant fait telle discipline. J'ai des personnes qu'on respecte parce qu'elles sont médecins, ainsi de suite. Donc, du coup, le parent oriente l'enfant déjà, en fonction de ses moyens. Il ne peut pas t'envoyer dans une école qui coûte 1 million alors qu'il n'en a pas les ressources. Il oriente en fonction de ses moyens. 2, il t'oriente en fonction de ce qu'il voudrait que tu deviennes parce qu'il estime que c'est ce qui est de mieux dans la société par rapport aux moyens dont il dispose, bien sûr. Et puis, il essaye donc de te guider en fonction, cette fois, de ses connaissances, de lui-même, ses antécédents, pour que tu puisses atteindre ce niveau-là, son expérience, voilà. Le problème qui se pose donc, c'est que parfois, en le faisant, il ne comprend pas que l'enfant passe par un plan, j'ai envie de dire, de développement. Le système de développement de l'enfant que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un moment où l'enfant est dépendant, il y a un moment où l'enfant devient indépendant, avant de devenir interdépendant par la suite, ou du moins avant de comprendre ce que c'est que l'interdépendance. Parce qu'en réalité, l'interdépendance, en fait, tout ça est lié. Oui. À la fois, on est interdépendant, à la fois, on est indépendant et à la fois, on est dépendant. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, à un moment donné, l'enfant lui-même se fait son identité, puisqu'il a le patrimoine génétique de son père et de sa mère et de ses ancêtres. Il grandit dans un environnement, sauf que l'environnement, là, lui, inculque aussi certaines connaissances. C'est pour ça qu'on dit que c'est tout un village qui éduque un enfant. Il y a l'influence d'Internet, qui n'est pas négligeable, parce que vous vous imaginez qu'un enfant est, par exemple, sur TikTok. Et qu'il le fait 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps sur TikTok chaque jour, vous pensez qu'il est en train de regarder quoi? Et vous pensez que ce qu'il regarde n'a pas une influence sur son comportement, sur ce qu'il voudrait devenir demain? Quand il va sur Facebook, il lit les contenus tous les jours. Ça a une influence sur son comportement et sur ce qu'il veut devenir demain. Et ses parents lui donnent aussi certaines informations. À un moment donné, l'enfant même commence à remettre en question son parent. Il se dit, bon, mon père est pauvre. La preuve, c'est qu'on habite dans une maison qui n'a aucun sens. La preuve, c'est qu'on est obligé d'aller à pied chaque jour parce qu'il n'a pas de voiture. Ou il a une vieille voiture, tout le monde se moque de nous tous les jours au quartier. Et moi, je vois sur Internet des personnes qui ont 2 fois moins l'âge de mon père, parce que mon père a 50 ans. Tu vois sur Internet des gens qui ont 20 ans, qui ont des voitures neuves, qui vivent dans les grosses villas, qui disent gagner des millions par jour. À un moment donné, quand mon père parle, il dit, mais tais-toi. Même si je ne le dis pas clairement, mais au fond de moi, j'ai envie de lui dire, tu me la boucles, papa. Tu es pauvre, tu n'as rien. Donc, tu n'as plus qualité pour me dire ce qu'il doit faire. Puisque, 1, ça n'a pas fonctionné sur toi, puisque tu es pauvre. 2, ça n'a pas fonctionné sur ta femme, puisque vous êtes pauvres, vous deux. 3, ça n'a pas fonctionné dans ta famille, puisqu'ils vivent dans une maison en carabote. Vous n'avez même pas construit au village, vous n'avez aucun bien, rien. Vous êtes toujours en location. Et ça n'a pas fonctionné sur moi aussi, puisque je suis aussi maintenant pauvre comme vous. Donc, ce que tu dis, ça ne marche pas. Tu vois, à un moment donné, l'enfant commence à voir ça. Puisqu'il est influencé par Internet, il est influencé par la société. Il a ses camarades de classe à l'école qui viennent à l'école avec les gros téléphones, qui viennent à l'école avec des véhicules, qui organisent des tealings où ils boivent, ils mangent du njoka, des chips extraordinaires qui coûtent cher. Dépenser le salaire de son père. Il se dit, mais comment notre... Pour 2 jours, un enfant prend ça pour acheter les chips avec. Et il déguste ça, il l'offre à ses amis. Tu vois, à un moment donné, il se dit, mais attends, ça veut dire que mon père n'a pas compris la société. Mon père est perdu. Mes parents ne comprennent rien à ce qui est en train de se passer. Et du coup, il commence à un peu plus écouter ce que ces personnes disent. Il essaye de voir le rythme de vie de ces personnes, les activités que ces personnes font. Et c'est là où l'influence des influenceurs et des influenceuses entre en jeu. Parce que là, l'enfant commence à être dénaturé. Parce qu'il ne sait plus finalement qui suivre. Son père, il estime que son père n'a plus qualité, puisque son père n'a pas réussi sa vie, ni sa mère.
il regarde dans la société, il y a des jeunes qui ont fait des choses exceptionnelles, mais parfois par des canaux qu'on connaît. Donc, du coup, il est un peu perdu. Il ne sait pas, est-ce que ce sont ses parents qu'il doit continuer à suivre ou alors est-ce qu'il doit suivre ceux qui sont sur Internet ou dans la société? Et du coup, à un moment donné, il faut qu'il fasse un choix parce qu'il ne peut pas forcément tout faire. Et du coup, parfois, il est entraîné à faire des choses incroyables. Donc, du coup, je ne peux pas aller sur la logique où on dit que le parent force les enfants. Le parent oriente l'enfant de bonne foi en fonction de ce dont il dispose. Et c'était la même chose avec moi. Mes parents voulaient que je sois médecin parce qu'ils estimaient que dans notre famille nucléaire, on n'a pas de médecin. Et pour eux, être médecin, c'est être respecté dans la société. Donc, mes parents voulaient être respectés dans la société au travers de leurs enfants. Et ils voyaient que, voilà, toi là, les autres, tes grands frères n'ont pas réussi, mais toi, tu peux le faire. Donc, on va mettre le paquet sur toi. Il faut que tu deviennes médecin. Il faut que quand je présente mes enfants à mes amis, je dise que non, voilà, mon fils, il est médecin. Même s'il ne gagne rien, c'est pas important. Il est d'abord médecin. Parce que c'est d'abord ce titre, oui. Qu'il gagne quelque chose, qu'il réussisse sa vie, il s'en fiche. En fait, quand tu dis ça, ça me rappelle quelque chose de très personnel qui m'est arrivé. En fait, il y a une dame qui m'a contacté. Il y a une fois, j'ai fait une annonce, si quelqu'un veut rejoindre mon équipe, qu'il me contacte. Il y a une dame qui m'a contacté et on travaille ensemble dans le segment vidéo. Donc, c'est une dame qui avait des prédispositions à la vidéo. Elle savait très bien faire du montage vidéo et elle apprenait très vite aussi en ce qui concernait tout ce qui concernait la vidéo en fait. Et puis, un bon matin, elle n'est pas venue au travail. Et puis, lorsque je cherche à savoir, elle me dit 2 jours après que son papa dit que il ne peut pas payer les études à sa fille à plus de 300 000 pour qu'après elle fasse la vidéo. Qu'elle doit être comptable. Voilà. Elle doit être comptable. Donc du coup, ça m'a beaucoup intrigué parce que moi, je sais, je suis vidéaste. Je gagne pas moins de 200 à 300 000 francs par mois en tant que vidéaste. Et là, je ne fais même pas à plein temps. Donc, je ne sais pas beaucoup de comptables qui parviennent à gagner ces montants en temps partiel. C'est peut-être ceux qui ont un certain niveau d'expérience. Or, moi, je ne suis pas encore un hyper, je n'ai pas encore des grosses équipes. Ça, c'est juste moi seul. Et du coup, ça m'a beaucoup intrigué. Pourquoi est-ce que le parent peut-être ne sait pas de comprendre? Peut-être, je ne sais pas. Non, ce n'est pas qu'il n'essaye pas de comprendre. C'est que il le fait de bonne foi. Ce n'est pas qu'il est contre son enfant, non. Oui. C'est que lui, il a vécu dans un système, il a connu peut-être des comptables qui étaient respectés dans la société, qui gagnaient bien leur vie, où il a eu une histoire par rapport à ce métier, et il veut que son enfant puisse le faire parce qu'il se dit que ce sera la meilleure solution pour son enfant. Ce n'est pas qu'il déteste l'enfant, non. Et le danger, c'est d'aller contre les parents. Donc là, c'est ça qui est fatal. Ça veut dire que le danger, c'est quand le parent dit que je veux que tu deviennes comptable et tu dis que tu n'as rien compris à la vie. Moi, il te dit que les comptables sont pauvres. La preuve, mes amis qui sont comptables, ils ne font rien. Si tu le fais, c'est fatal. Parce que quand tu vas contre l'opinion de tes parents, comme en marketing, comme en vente, on ne va pas contre l'opinion des gens parce qu'une opinion, ça se construit. Donc, ça se construit avec des expériences, c'est très lié à la personne, à son identité. Donc, quand tu vas contre l'opinion de quelqu'un, c'est comme si tu allais contre sa personne. Et du coup, personne ne veut qu'on aille contre sa personne. Tout le monde essaie de se défendre. Ce n'est pas comme, c'est une attaque. C'est une attaque contre toute ta vie. Tu vois, parce que tu as grandi dans un environnement. C'est comme si quelqu'un est né à Mabanda ici à Douala. Il n'a vécu qu'à Mabanda. Il a vécu dans des conditions tellement tragiques et difficiles. Il s'est battu avec sa famille. Il mangeait le riz des voisins parce qu'il n'avait même pas les moyens pour acheter 1 kilo de riz pour manger à la maison. Il a vécu comme ça pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et à 30 ans, il est toujours dans la lecture de l'heure. Un jour, il te rencontre, tu lui présentes un joker, il demande ça coûte combien? Tu dis 1500. Il dit que c'est cher. Tu dis donc, comment tu dis que c'est cher? C'est accessible. C'est accessible. Et n'exagère pas. Selon toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? En fait, tu es en train de remettre en question toute ta vie. Et comment tu penses qu'il va te laisser faire? Il va te combattre. Il va se radicaliser. Il va te démontrer pourquoi c'est cher et ça n'a aucune utilité.
Donc, tu ne Ça, peux c'est pas aller vrai. contre l'opinion de ton père. Ça veut dire que il t'a vu, il t'a lavé. Il t'a vu grandir, il t'a Bon, nourri. du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter son opinion. Il faut accepter son opinion. Il faut même parfois faire semblant au besoin. Qu'est-ce qui t'empêche vraiment de devenir comptable? Lorsque tu sais que même dans la vidéo, il faut faire la comptabilité. Dans la vidéo, il faut faire la comptabilité. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que quand tu fais les vidéos, il faut bien que tu calcules. On a fait quel chiffre aujourd'hui? Quel est le bilan de ce mois? Si tu sais mieux faire ça, parce que tu es comptable, c'est bien. Bon. Donc, ça veut dire que pour ne pas aller contre l'opinion de ton père, tu peux dire, OK, papa, je vais m'inscrire en comptabilité. Tu fais la compta. Mais maintenant, dans tes applications pratiques, tu appliques ça dans ta vidéo. Tu vois? Donc, ça ne t'empêche en rien de le faire. Moi, j'aurais pu dire à mes parents, vous voulez qu'ils deviennent médecins? Je ne veux pas. Je ne pars pas en fac de médecine. Je vais faire ce qui me plaît. Je ne sais pas où je serai aujourd'hui. D'abord, je n'avais pas les moyens. Je n'avais pas la possibilité de financer mes rêves. Donc, du coup, je devais faire quoi? Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Donc, du coup, j'ai accepté de faire médecine parce que je savais que, OK, ça va leur faire plaisir. Mais après, j'ai réfléchi, comment est-ce que je peux utiliser cette médecine-là pour mieux faire ce qui me plaît? Voilà, aujourd'hui, je pense que le fait d'être entrepreneur, médecin, me donne un avantage exceptionnel parce que j'analyse les projets comme si c'était un patient. Donc, du coup, je suis très fin dans ce que je fais. Très fin. Parce que je suis médecin. Donc, du coup, ça m'a aidé énormément. Bon, du coup, ça m'amène à une autre question. Parce que si j'ai bien compris, en résumé, il faut déjà, dans un premier temps, accepter la décision des parents. Bon, après, je vais nuancer. Il ne faut pas accepter aussi tout. Tout. Est-ce que ton père te dit d'être prostitué? Oui. Est-ce que tu vas accepter parce que c'est la décision de tes parents? Moi, il y a des parents qui poussent leurs enfants à la prostitution. Hein. Oui. Oui, fille comme garçon. Mhm. Parce que quand tu es la mère d'une fille qui a 15 ans et tu lui demandes 30 000, c'est pour qu'elle prenne où? Je ne peux pas seulement citer les noms. Je veux dire que moi, je connais des familles où la mère dit à sa fille qui a 15 ans que trouve-moi 30 000 pour ce soir. Faites ton possible. Ce podcast a été réalisé par les studios Wicrea. Nous sommes tout simplement le partenaire idéal pour tout entrepreneur qui aimerait mettre en avant ses compétences ou son savoir-faire ou mieux encore de sa personne afin de pouvoir mieux vendre ses différents produits et services à travers des vidéos de qualité. Si vous souhaitez bénéficier de nos prestations, je vous invite à nous contacter via les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. C'est pour qu'elle prenne où? C'est pour que cette fille de 15 ans prenne 30 000 où? Tu vois, ça veut dire que de manière même inconsciente ou subliminale, elle est en train de pousser sa fille à la prostitution. Parce qu'elle va prendre l'argent où? Et quand elle rentre sans l'argent, elle la fouette. Mais je t'ai dit que j'ai besoin de 30 000, je dois cotiser à la réunion. L'enfant doit faire comment? Donc, du coup, il ne faut pas aussi tout accepter. Quand je dis accepter, ça veut dire que parfois, tu peux même faire semblant d'accepter, mais ne pas faire. Tu vois, moi, parfois, mes parents me demandaient, voilà, il faut que tu fasses tes dossiers pour aller aux États-Unis ou au Canada parce que tu n'as pas d'avenir au Cameroun. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Envoie-moi la liste des dossiers à faire. Il m'envoie la liste et puis je fais comme si je faisais. Comment ça avance? Oui, j'ai eu rencontré telle difficulté avec tel dossier-là. J'ai rencontré un monsieur là, j'espère qu'il va m'aider à le faire. Tu fais comme si tu fais, mais en fait, tu n'es pas en train de faire. Tu es en train de travailler sur autre chose. Pour ne pas inutilement entrer en conflit avec tes parents, ce qui n'a aucun avantage. Plus digestif. Oui, parce que quand j'ai dit qu'il faut accepter, c'est pas qu'il faut accepter tout aussi. Oui. Il y a des choses qu'il faut refuser. Oui. Maintenant, quand tu auras les moyens de financer ce que tu veux faire, tu pourras refuser plus facilement, de manière plus diplomatique. Oui, parce que tu auras les moyens de dire non, je pense que ça est mieux pour telle raison. La preuve, c'est que j'ai plus d'argent que toi. Donc voilà. Ça, c'est très pertinent. Ça, c'est très pertinent. Lorsque tu commences à ramener l'argent, tu vas compte. Non, tu vas compte parce que là, on sent que tu as compris quelque chose que peut-être les autres n'ont pas compris. Tu es médecin et sur le plan de ta carrière de médecin et ta carrière en tant qu'entrepreneur, serial entrepreneur, puisque tu as énormément d'activités, comment est-ce que tu réussis à faire le parallèle? Et lorsque tu es dans tes fonctions de médecin, je suppose que tu rencontres beaucoup de personnes qui te connaissent beaucoup plus dans ta casquette d'entrepreneur. Comment ça se passe, la relation avec ces personnes-là? Est-ce qu'ils ne veulent pas beaucoup plus bénéficier même de tes prestations en tant que médecin, en tant qu'entrepreneur au lieu de médecin? Donc, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu exerces réellement encore cette fonction de médecin?
Alors ça, c'est une question qui est très pertinente. Et avec l'activité que je mène, j'ai dû m'adapter. Je vais prendre quelques exemples. Moi, je ne soigne pas les personnes qui sont proches de moi. Jamais. Donc, si quelqu'un est proche de moi, on se connaît, ce sera difficile que si tu as un problème, je te prenne en charge moi-même. Je vais toujours te recommander vers un collègue, même si je sais exactement ce que c'est. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne peux plus consulter comme avant. Ça veut dire, tu t'assois, tu reçois les patients à longueur de journée. Je ne peux plus le faire parce que ça m'entraîne plus de problèmes. Parce que quand tu es trop connu, ça fait que ça biaise même la consultation. Oui, parce que tu as le patient qui vient, il te voit et puis... Même dans les questions, il veut maintenant parler d'autre chose. Oui. Il veut maintenant te parler d'autres problèmes qu'il a alors qu'il était venu pour la consultation. Et ça biaise un peu à ce niveau. La troisième chose, c'est que je n'ai pas droit à l'erreur. Tu vois, si un médecin peut de temps en temps commettre des erreurs médicales, pour moi, c'est interdit. C'est totalement interdit. C'est pour ça que j'ai une base de données très importante de médecins avec qui je travaille. Je sais que dans tel domaine, celui-ci est bon. Dans tel domaine, celui-ci est bon. Donc, quand je reçois un patient et je me rends compte à un certain moment, même si c'est infime, que je n'ai pas toute la compétence pour le prendre en charge directement, je le réfère chez un collègue. Moi, je dis toujours que le bon médecin, c'est celui qui s'est référé à temps. Donc, je n'essaye pas de faire la magie. Donc, quand je me rends compte que là, je ne peux pas totalement le prendre en charge comme il faut, je lui dis, OK, je t'envoie chez un collègue, je contacte le collègue, je lui explique le cas, je lui envoie peut-être son dossier électronique, lui continue le relais. Moi, j'ai décidé de jouer plutôt un autre rôle parce que je dis toujours que en Afrique, 80% des patients ne sont pas à l'hôpital. Ceux qui sont à l'hôpital, c'est 20% des patients. Les vrais patients en Afrique ne sont pas à l'hôpital. Parce que, expliquons un peu les choses simplement. Pour aller à l'hôpital, il faut avoir de l'argent. Donc, quand tu te lèves pour aller à l'hôpital, ça veut dire que tu as de l'argent. Oui, justement. Sinon, comment tu vas faire? Puisque quand tu arrives, on va d'abord te dire achète le carnet. Après, parfois, on va te dire achète le thermomètre. On va te dire paye pour la consultation. OK, tu t'assois pendant un certain nombre de temps en fonction de l'hôpital où tu vas. Ça peut durer très longtemps ou ça peut mettre très peu de temps si tu as payé plus cher. Tu rencontres le médecin. Tu sais déjà que quand tu sors de la consultation, il y a tout l'ordonnance, il y a tous les examens. Il faut payer. L'argent. Il faut que tu aies de l'argent. Parfois, les examens, ça peut coûter 10 000, 15 000, 20 000. Je tiens à préciser qu'il y a des familles dans lesquelles la ration d'une semaine, c'est 10 000, 15 000. Mais là, tu dois pouvoir faire les examens. Et ce n'est pas fini. Parce que quand on t'a donné l'ordonnance, on t'a demandé de faire les examens, tout va dépendre des résultats. Parce qu'en fonction du résultat de l'examen, on peut dire qu'il faut t'opérer. Et je ne sais pas où tu vas prendre l'argent pour qu'on t'opère parce que ça peut coûter 500 000, 300 000, 1 million, ainsi de suite. Donc, du coup, psychologiquement, comme nous sommes dans une société dans laquelle il n'y a pas de sécurité sociale, ni de couverture santé universelle réelle, il y en a une, mais pour moi, est-ce qu'elle est vraiment efficace? Il faut poser la question de manière profonde pour comprendre. Donc, les gens ne partent pas à l'hôpital. Les malades ne partent pas à l'hôpital. Donc, quand quelqu'un a un problème, il va boire le jus des feuilles de mangue, il va prendre les pépins de papaye, il va faire bouillir, il va boire, il va masser son dos avec l'os du gorille, il va se battre, tu vois. Il va essayer de trouver toutes les solutions possibles pour que ça puisse guérir. C'est quand il n'y arrive pas, il va maintenant se faire aider peut-être par un praticien. Je ne suis pas en train de dire que la médecine traditionnelle ne fonctionne pas. Hein. Au contraire, on peut faire tout un podcast dessus. Mais on va essayer des choses sur lui parfois par des personnes qui n'ont pas l'expertise nécessaire pour le faire. Et c'est quand ce sera déjà très grave qu'on n'aura plus le choix, qu'on va le conduire à l'hôpital. Donc, c'est pour ça que je dis que plus de 80% des patients ne sont pas à l'hôpital. Ils sont dans la société. Oui, et au-delà même de ceux qui sont en train d'essayer, il y a d'autres qui sont malades, mais d'autres types de maladies. Parce qu'on a l'impression que le malade, c'est juste le palu, le diabète. Non. Parce que moi, la première chose que j'ai appris quand je suis entré en fac de médecine, on avait notre professeur de psychologie qui nous a appris quelque chose que j'ai retenu jusqu'à ce jour. Et il nous répétait ça chaque fois qu'il entrait en classe. Un être humain, il est biopsychosocial. Quand il entrait en classe, il écrivait d'abord ça. Pour que tu puisses comprendre que l'être humain, c'est 3 dimensions. Biologique, c'est-à-dire notre corps, les organes et tout le reste. Psychologique, l'état d'esprit. Et social, les interactions qu'on a avec les autres. Ça veut dire qu'on peut être malade sur le plan social, malade sur le plan biologique et malade sur le plan psychologique. Donc, la maladie, par exemple, sur le plan social, ça peut être quoi? Ça peut être la misère. Parce que si quelqu'un est misérable,
Si quelqu'un n'arrive pas à manger de manière convenable, parce qu'il n'a pas de moyens, parce qu'il n'a pas de travail, parce qu'il est au chômage, ça veut dire que la première conséquence, c'est quoi? Il n'arrive pas à bien manger. Quand il n'arrive pas à bien s'alimenter, ça va entraîner un problème biologique. Donc, on parle d'une maladie sociale qui entraîne une maladie biologique. La maladie biologique aura forcément aussi une influence sur l'état d'esprit. Même l'état social ou la maladie sociale aura un impact sur l'état d'esprit. Parce que quand tu es pauvre, ça veut dire que ta voix ne compte pas. Ça veut dire que quand les gens parlent, tu ne parles pas. Ça veut dire que quand tu arrives dans un snack, on offre à boire, tu ne peux pas ouvrir le premier, puisque ce n'est pas toi qui as acheté. Mais tu as peur que si tu ouvres, on va dire que bon, comme tu as donc ouvert, c'est toi qui vas payer la facture. Donc du coup, tu es dans un état d'esprit dramatique. Ça veut dire que tu n'as aucune décision à prendre. Il y a un pasteur qui disait que quand tu es pauvre et misérable, il y a même certains types de positions que tu ne peux pas demander à ta femme de prendre. Parce qu'elle va dire que tu es pauvre. Comment tu me demandes de prendre cette position? Toi aussi, tu ne vois pas que tu exagères. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les vrais malades en Afrique ne sont pas à l'hôpital. Ils sont dans la société là-bas. Ils lisent l'heure. Ils sont devenus l'heure. Donc, moi, j'ai décidé d'aller là-bas où ils sont. Leur dire que les gars, ce n'est pas perdu. Rien n'est perdu. Il y a encore des solutions. Et j'ai donc commencé à partager mes connaissances avec eux. J'ai commencé à partager mon savoir-faire avec eux. J'ai commencé à faire des choses pour leur montrer que si vous pensez que ce que je dis ne fonctionne pas, voici une preuve que ça fonctionne. Voilà un projet qu'on a fait. Voilà une marque de chips qu'on a lancée. Voilà une marque de textile qu'on a lancée. Voilà telle entreprise qu'on a fait. Vous voyez comment on l'a fait. Vous savez que vous pouvez aussi le faire. Parce que tant que vous allez rester dans la misère, dans la pauvreté, vous ne pourriez pas être en santé. C'est impossible d'être en santé. Il n'y a aucun paracétamol qui soigne la misère ou la pauvreté. Donc, tu peux pas avoir quelqu'un qui arrive à l'hôpital, il a perdu son emploi, il a perdu sa femme, il a perdu tout, on l'a chassé de sa maison, sa tête fait mal, c'est ce qui est normal, tu vois, puisque il a tout perdu. Il arrive à l'hôpital, les maux de tête depuis 2 semaines. Et tu dis que ça a commencé quand 2 semaines. Voilà, vous avez pris quelque chose, non, ok. Tu prends l'ordonnance et Feralgan. Il peut boire même 6 boîtes. Et chaque fois qu'il va boire une boîte, il aura plus mal à la tête parce que chaque boîte la coûte cher. Ouais. Tu vois, donc il est d'abord au chômage, il a perdu son emploi, il a perdu sa maison. Il doit encore chercher de l'argent dans s'endetter pour acheter un médicament pour boire. Du coup, le médecin en Afrique, si en Afrique il y a 10 médecins, 2 doivent rester à l'hôpital pour gérer les cas urgents, pour s'occuper de ceux qui viennent malades, mais les 8 autres doivent être dans la société. Doivent aller dire aux femmes, battez-vous, travaillez. Doivent dire aux hommes, battez-vous. On ne peut pas être en santé lorsqu'on vit dans un endroit insalubre. Parce qu'on dort avec les moustiques tous les jours. Et quand tu seras malade, tu n'auras même pas les moyens de te faire soigner. Donc, il faut qu'on anticipe sur la maladie. Il faut qu'on vienne dans la société montrer aux gens, voici ce que vous devez faire pour être en bonne santé sur le plan social, en bonne santé sur le plan psychologique et forcément en bonne santé sur le plan biologique. Il faut qu'on apprenne aux gens à manger. Les gens ne savent pas manger. On pense que manger, c'est juste que ce qui est disponible, tu manges. Non. Ouais. Manger, c'est un art. En fonction des moyens dont tu disposes et de la santé que tu souhaites toujours maintenir, il y a une façon de manger. Les gens ne savent même pas que boire de l'eau, il y a une manière de boire de l'eau. Parce que je dis toujours aux gens, si tu as une insuffisance, si tu souffres d'insuffisance rénale chronique aujourd'hui, tu vas faire comment alors que tu es pauvre? Tu dois éviter cette maladie au maximum. Et parfois, le moyen le plus efficace, c'est l'eau. Ça veut dire qu'il y a un truc simple que tu dois faire. Chaque fois que tu pars uriner, il faut que tes urines soient claires. Pour ne pas utiliser des termes trop techniques. Quand tu pars uriner, si tu urines et tes urines n'ont pas la couleur si, ça veut dire que tu ne bois pas assez d'eau. L'organisme est fait d'eau. Moi, je suis souvent des personnes qui disent, tu as l'eau dans la tête, mais c'est normal, non? Le cerveau est fait à plus de 60% d'eau. Un enfant, un nouveau-né qui vient de naître, est fait à plus de 90% d'eau. C'est l'eau qui nous constitue. Sans eau, on ne peut pas vivre. Et dans l'organisme, il y a donc des organes qui sont chargés de filtrer le sang, comme les reins, par exemple. Et pour filtrer le sang, dans le sang, il y a quoi? Dans le sang aussi, il y a l'eau. Donc, pour facilement filtrer, éliminer les toxines, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. Parce que quand il n'y a pas beaucoup d'eau, qu'est-ce que les reins font? Les reins sont obligés de retenir l'eau.
pour que l'eau ne sorte pas dans les urines et que cette eau reste dans l'organisme, permettre à l'organisme de fonctionner de manière optimale. C'est pour ça que les reins sont obligés de concentrer les urines quand il n'y a pas assez d'eau et les urines deviennent foncées. Et prenons l'exemple, nous quand on était au quartier, moi j'habitais à Komkana, on avait notre voisin qui avait la machine à écraser. C'est là où on m'envoyait souvent aller écraser la tomate, les arachides et tout. Quand tu veux écraser la tomate, celui qui écrase, qu'est-ce qu'il fait? Pour que ça sorte. Bon, il verse de l'eau. Quand il ne verse pas l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Ça reste dans la machine. Ça reste à l'intérieur. C'est la même chose avec les reins. Quand il n'y a pas assez d'eau dans l'organisme, les reins travaillent plus. Ils filtrent l'eau, ils s'épuisent plus vite. C'est ça qui entraîne les insuffisances rénales. Donc, il faut qu'on enseigne aux gens qu'il faut boire de l'eau suffisamment. Et ce n'est pas quand tu auras déjà l'insuffisance rénale chronique que tu arrives à l'hôpital, on te diagnostique ça, on dit qu'il faut faire la dialyse, tu n'as pas d'argent, tu vas mourir. Alors que tu aurais pu résoudre ça juste avec l'eau. Mais le médecin qui est assis à l'hôpital, il n'est pas en train de t'aider à boire plus d'eau ou à mieux boire de l'eau. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne dans la société là pour te dire qu'il faut boire de l'eau. Maintenant, pour boire de l'eau, il faut quoi? Il faut de l'argent. Puisqu'il n'y a pas l'eau. Tu vois, parfois il faut un puits. Oui. Donc il faut creuser le puits, donc il faut de l'argent. Quand on a le puits maintenant, il faut peut-être une pompe pour que l'eau monte. Il faut le filtre, il faut régulièrement nettoyer, il faut créer des adductions, il faut pouvoir... Donc il faut que vous ayez l'argent. On vient maintenant sur la situation sociale, le pouvoir économique. Moi, c'est le rôle que j'ai décidé de jouer. Et c'est toujours la médecine. On appelle ça la médecine primordiale et primaire, c'est-à-dire celle qui vient avant que la maladie ne survienne. Donc, quand je vois souvent les gens dire « Oh, tu as oublié d'abandonner la médecine, tu ne fais plus ceci. » Je dis que, mais attends, la médecine, ce n'est pas le fait d'attendre que les gens viennent avec le cancer à l'hôpital seulement. Ce n'est pas le fait d'attendre que les gens viennent dans le coma. La médecine, c'est aussi aller dans la société, faire en sorte que les gens viennent de moins en moins avec des maladies graves, en mettant un accent important sur la prévention, parce que déjà, on n'a pas d'argent. Les autres ont la sécurité sociale. Donc, il peut tomber là comme ça, l'ambulance vient le prendre comme dans Dr House, on le prend vraiment, il y a 8 médecins autour de lui, les experts, les examens ne payent pas parce que c'est la sécurité sociale qui paye. Mon frère, ici, si tu tombes, tu vas mourir. Tu vas mourir. Quand tu vas arriver à l'hôpital, dans le coma, on va demander le carnet. Même si tu es dans le coma, tu vois comment faire comment? Oui. On va dire qu'acheter son carnet. Dans certains hôpitaux, on va dire payer d'abord la caution. Si tu n'as pas ça, tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, rien ne va se passer. La vie va continuer normalement. Tu vois qu'on va faire quoi? Même pour te mettre à la mort, on va dire que hey, c'est 10 000 la journée. Hein. Vous pouvez payer. Même quand tu es mort, on paye. Ne crois pas que comme tu es mort, on sera ému. On va dire que non, on te met dans la morgue gratuitement. Non, personne n'entre à la morgue gratuitement. Si tu entres à la morgue, c'est vrai qu'on peut te dire de payer quand tu vas sortir. Mais quand tu viens pour retirer le corps, si tu n'as pas l'argent, n'est-ce pas, on scelle le corps, on met la clé, on ferme. Vous allez seulement le pleurer sans corps. Tu vois comment on va faire comment? Donc, mes amis, si vous voulez vous blaguer, non, il y a quoi? On est là. Ah, c'est cruel, mais c'est vrai. Ouais. C'est très vrai. Si vous souhaitez créer votre propre émission podcast, alors nous mettons à votre disposition notre espace, notre matériel, notre expertise, et nous pouvons aller beaucoup plus loin. Nous pouvons vous accompagner lors de la communication de votre émission podcast. Je tiens à préciser ici que nos locaux sont totalement amovibles. C'est-à-dire nous pouvons créer 10 émissions podcast dans ces studios et chacune de ces émissions auront un décor entièrement différent de l'autre. Et je tiens aussi à préciser que vous n'êtes pas obligé de venir ici dans nos locaux afin de réaliser vos émissions podcast. Nous pouvons nous déplacer avec le matériel nécessaire vers vous afin de vous permettre de réaliser vos émissions podcast où que vous soyez. Donc, si vous avez un projet podcast, je vous invite à nous contacter afin que nous puissions travailler ensemble pour permettre à ce projet de voir le jour. Donc, on se dit à très bientôt dans nos inbox. La principale raison pour laquelle tes projets ne fonctionnent pas, c'est parce que tu manques de discipline. La compétence, l'expérience, le talent, le savoir-faire s'arrête là où la discipline commence. Lorsque tu manques de discipline, il est impossible de réaliser quoi que ce soit. Qu'importe les moyens dont tu disposes, qu'importe ton relationnel, qu'importe tes prédispositions et qu'importe toutes les ressources que tu vas mettre en jeu. Je l'ai compris à mes dépens durant ces 10 dernières années de mon expérience entrepreneuriale. 2 entrepreneurs qui vont lancer le même projet
celui qui réussira à se développer sur le long terme sera celui-là qui aura conservé une discipline sportive avec une résilience sans faille. Si tu prends l'engagement en 2025 de réaliser une vidéo par jour et que tu réussis à le faire pendant les 365 jours de l'année, je peux te garantir qu'en 2026, tu auras plus de notoriété, tu auras plus de visibilité, tu auras gagné plus de marchés, tu auras eu plus de clients et tu seras passé à un autre niveau, même si dans tes vidéos, tu racontes des bêtises. Parce que comme je le disais, la compétence, l'intelligence, l'expérience, le savoir-faire s'arrête là où la discipline commence. La discipline est tellement puissante qu'elle est plus importante que le talent. Oui, vous pouvez être talentueux, vous pouvez être un génie, mais si vous n'êtes pas discipliné dans ce que vous faites, il sera impossible pour vous d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette année 2025. C'est donc la raison pour laquelle nous avons décidé de concevoir un programme pour vous accompagner à être beaucoup plus discipliné. Parce qu'on ne passe pas d'indiscipliné à discipliné sans une transition où on vous impose cette discipline, comme dans l'armée. Si vous êtes quelqu'un d'indiscipliné, pour devenir discipliné, on doit vous imposer la discipline. Et moi, j'ai décidé de vous imposer la discipline, bien sûr, si vous souhaitez que je puisse vous accompagner. Nous avons donc conçu un programme d'accompagnement qui est basé en 2 phases. La première phase, c'est un programme vidéo de plus de 4 heures de temps sur la discipline que vous allez suivre et dont vous allez réaliser un résumé. Et la deuxième phase, c'est un suivi qui va se dérouler dans un groupe privé dans lequel toutes les personnes qui ont regardé la vidéo vont intégrer ce groupe et vont donc effectuer des tâches au quotidien en fonction de leurs objectifs et de leurs activités. C'est-à-dire que lorsque vous allez intégrer le groupe après avoir regardé la vidéo de près de 4 heures de temps dans laquelle je parle de la discipline, vous allez nous parler de votre activité à travers quelques questions que je vais vous poser et nous allons donc décliner une feuille de route. Et cette feuille de route-là, je vais vous imposer tous les jours de pratiquer l'activité que vous êtes censé pratiquer ce jour-là. Et si après un certain moment, vous n'êtes pas capable de le faire, vous allez tout simplement être éjecté du groupe, même après avoir payé. C'est aussi ça la discipline. Et le fait de le faire en groupe permet que vous puissiez voir comment les autres sont en train de progresser afin que vous puissiez rester discipliné. C'est ce qu'on utilise parfois dans des sports collectifs. Vous vous rappelez, lorsque nous étions encore à l'école, par exemple au secondaire, lorsqu'on étudiait en groupe, c'était beaucoup plus facile d'étudier pendant longtemps parce que lorsque toi tu es en train de vouloir dormir, tu te rends compte que tes camarades sont en train d'étudier et tu te dis, donc je vais être le dernier, je ne veux pas être le dernier du groupe. C'est dans le même principe que nous avons décidé de concevoir pour ce programme. Donc, si vous souhaitez participer à ce programme afin que je puisse vous imposer la discipline qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire. Nous allons vous contacter pour vous permettre de participer à ce programme qui fera certainement de vous une meilleure personne en 2025 avec plus de discipline. Car comme je le disais au début de cette vidéo, le talent s'arrête là où la discipline commence. Cliquez sur ce lien et rejoignez-nous dans ce programme qui fera de vous des personnes disciplinées et qui naturellement atteignent leurs objectifs.